avril 2021 pour ce cours de panorama de la littérature française à l'Université de Brasilia. Et donc, pour aujourd'hui, j'ai encore quelque chose à dire par rapport à l'encyclopédie et à la discussion que nous avons eue la semaine dernière. Et je vais essayer de faire ça au plus vite possible pour commenter un peu Jean-Jacques Rousseau, parce que Jean-Jacques Rousseau, c'est un écrivain important pour la période des Lumières, comme nous le savons très bien, mais aussi il y a un côté autobiographique de l'œuvre de... Parce que assez souvent on pense à Rousseau comme philosophe, n'est-ce pas? Mais il était aussi écrivain et musicien. Peut-être vous n'êtes pas au courant, mais il était musicien. Et donc, je vais utiliser ce côté autobiographique de Rousseau pour introduire le pré-romantisme et ce qui va déboucher dans les romantismes. Et les romantismes, assez souvent, on étudie ici au Brésil, etc. Et il y a quelque chose que je vais commenter tout à l'heure sur le pré-romantisme, qui va répondre en quelque sorte une question posée par Juliane à la fin du dernier cours à propos de la question du national, du sentiment national qui est très présent dans le romantisme brésilien. D'accord? Donc, je commence à partager mon écran ici. Et voilà. Et ici, vous avez... Voilà. Donc, vous avez ici encore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne vais pas faire la lecture. Nous avons fait la lecture de quelques articles dans les derniers cours. Mais en fait, ce que je voulais reprendre de cette discussion du XVIIIe siècle, c'est que nous avons au XVIIIe siècle cette idée du siècle de la philosophie et surtout d'une philosophie rationaliste, n'est-ce pas? Et donc, je vais reprendre un peu cette idée-là. Et nous avons, avec les mouvements des Lumières et toute la contribution des philosophes des Lumières, c'est-à-dire Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau, d'Alembert avec l'encyclopédie, nous avons cet effort cette critique à la religion de l'époque, l'introduction d'un rationalisme philosophique, c'est-à-dire la conscience et la réflexion rationnelle pour remplacer toute pensée mystique, religieuse, ésotérique, en quelque sorte. Et c'est un moment important dans lequel, et nous avons quelques œuvres au niveau philosophique important qui ont changé le système politique, le système ou les régimes politiques qu'on avait, raison pour laquelle avec la Révolution française, on va parler de la fin ou la chute de l'ancien régime et le nouveau régime, celui après la Révolution française. Et ce qui est important à retenir de cette époque, c'est que nous avons des œuvres importantes comme de l'Esprit des lois de Montesquieu, qui parlait un peu de cette séparation des pouvoirs et qui introduit cette idée du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif. Nous avons aussi le contrat social de Rousseau, qui nous introduit une certaine idée de la formation humaine, presque sociologique, n'est-ce pas? Pourquoi on vit en société d'une telle façon.
Et c'était le raisonnement que j'ai utilisé pour arriver à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui était l'introduction du droit, de la loi pour guider ou pour organiser la vie en société. Ici, on parle évidemment d'un contexte français, parce qu'en Angleterre, par exemple, on avait déjà une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait déjà la monarchie, ou il y avait encore la monarchie, la famille royale, qui était la représentante majeure de l'État anglais. Par contre, même la reine, qui était la chef ou le roi, qui était le chef de l'Église anglicaine en Angleterre, respectait ou devait respecter quand même la Constitution. Donc, la différence par rapport à la monarchie française à cette époque, au XVIIIe siècle, c'est qu'en Angleterre, on avait une monarchie constitutionnelle et on avait en France une monarchie encore de droit absolu, c'est-à-dire une monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi était une espèce d'élu par Dieu pour nous gouverner. Et là, avec ce siècle des raisons de proposition de changement de régime, d'organisation des pouvoirs de la société, on arrive à une constitution, on arrive à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme je vous ai dit, qui devait être les préambules de la constitution qui a été écrite lors de la Révolution française. Et ce qui était important, je voulais discuter en détail, mais nous avons discuté, nous avons parlé de quelques articles. Peut-être les plus importants dans notre domaine à retenir de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était la présence de la loi qui garantissait certains droits comme la liberté, la propriété, entre autres aspects. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est la loi comme repère ou la loi comme garante. En portugais, on utilise ça pour les immeubles, vous pouvez traduire comme garantidor, mais dans le domaine de l'immobilier, c'est comment on dit ça? O fiador? Fiador, voilà. Merci. Donc, la loi comme garant des droits naturels et d'autres. Nous avons parlé des droits naturels, inaliénables et sacrés dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, voilà, je ferme ce volet sur la déclaration des droits de l'homme. Et une autre chose, vous avez ici, dans cette discussion, j'avais parlé un petit peu de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Je vous ai indiqué aussi quelques vidéos à regarder. Je vous conseille fortement de regarder ces vidéos pour vous donner une idée un peu plus précise de ce contexte de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, parce que c'est quelque chose qu'on fait au niveau éditorial pendant une vingtaine d'années, de plus ou moins 1750 à 1770, qu'on fait publier l'encyclopédie. Et d'une certaine façon, il y a un côté de diffusion de la connaissance technique et philosophique. C'est une œuvre immense, à plus de 30 volumes, la collection. C'était, on peut dire, un case
à l'époque un case éditorial parce que ça fonctionnait, peut-être c'est la première entreprise éditoriale qui fonctionnait à partir d'un abonnement qu'il fallait payer pour recevoir chaque volume à la maison. Et voilà, il y a d'autres aspects dans cette encyclopédie important à retenir. Non, je pense que pour l'instant, ça va. Et je voudrais utiliser l'exemple de la raison comme entrée, parce que comme il s'agit d'une encyclopédie, à chaque entrée, cada entrada, on peut dire entrada parce que c'est la façon de chercher le concept, ou on peut traduire entrée aussi comme verbete, n'est-ce pas? Parce qu'on utilise ça pour un dictionnaire aussi, d'accord? Et donc, mais je vais vous laisser ça lire après. Et c'était juste un exemple que je voulais vous donner d'une entrée de l'encyclopédie. Et à mon avis, je pense que je peux laisser ça comme une lecture si vous avez la curiosité. D'accord? Je ne vais pas insister là-dessus et je vais avancer vers le pré-romantisme. Parce qu'en fait, l'encyclopédie fait partie de ce rationalisme de l'époque. Et peut-être une curiosité par rapport à l'encyclopédie, c'est qu'il y avait les livres de texte avec ces entrées-là philosophiques, musicales, etc. Et les entrées sur les musiques ont été écrites ou composées par Rousseau. Comme je disais, qu'il était musicien et grand connaisseur des musiques. C'est lui qui a écrit les entrées concernant la musique. Et il y avait aussi des livres illustrés, avec des planches illustrées. Et la particularité ou la curiosité, c'est que ces livres-là, ils étaient des livres plutôt techniques, intéressants, par exemple, pour parler de différents métiers de l'époque, avec les instruments utilisés comme un plombier ou il me semble qu'il y avait même des informations avec les dessins des instruments pour faire des accouchements partout. Donc, vous voyez l'intérêt pour la diffusion d'une connaissance rationnelle. D'accord? Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai partagées. Elles sont assez instructives. D'accord? Et sinon, je vais avancer ici. Todorov, nous avons déjà utilisé. Je ne vais pas entrer dans... oui. Et en fait, je vais changer ici d'œuvre pour l'instant. Et je vais passer au livre de... je reviens à notre manuel de Yves Saloni. Ici. Deux secondes parce que j'organise ici le... non, c'était pas comme ça que je voulais. Ou sinon, ça marche. Ça marche comme ça. Ouais, je pense que comme ça, c'est bien. Ouais, vous arrivez bien à voir.
Oui, oui, Oui. c'est bien. Peut-être c'est mieux comme ça que avec deux colonnes. Il faut juste trouver. Voilà, le pré-romantisme. Voilà, c'est bien visible, n'est-ce pas? Oui, Hmm. Quand je vous parle de pré-romantisme, le nom, il dit déjà quelque chose, mais est-ce que vous aviez déjà entendu parler de pré-romantisme avant ce cours? Parce que concernant euh, euh, l'enseignement du romantisme brésilien, on parle de la première génération, deuxième génération, troisième génération, et je ne sais pas si on parle vraiment d'un pré-romantisme ici au Brésil. Donc, vous avez déjà entendu parler de pré-romantisme ou euh, euh, pensiez-vous qu'on passait de Lumière au romantisme directement sans transition? Alors, un grand silence. Avançons donc. Ici, on a l'idée que Aristaloni nous apporte, c'est que le pré-romantisme, c'est plutôt une période qu'un mouvement. L'idée ici, on n'a pas un mouvement vraiment organisé. Donc, c'est quelque chose que dans cette organisation en mouvement, on organise les périodes par rapport au mouvement, aux tendances, etc. On utilise cette idée d'une période pour montrer la transition d'un moment à un autre. Et surtout, ça c'est intéressant parce que, comme je vous ai déjà parlé, assez souvent on pense qu'une période succède une autre en opposition à la précédente. Par exemple, nous avons le baroque qui était l'expression de sentiments. Euh, quoi d'autre? Euh, une forme un peu détournée ou bizarre, des choses comme ça. Et puis on entre dans le rationalisme ou dans le classicisme avec l'équilibre des formes. Et puis on quitte le classicisme, on passe au romantisme qui était l'expression des sentiments. Et puis on s'arrête avec le romantisme et on entre dans le réalisme qui était une description plus réelle de la réalité ou plus conforme à la réalité. Et en fait, les choses ne se passent pas exactement comme ça. Il y a des transitions, il y a des cohabitations d'écrivains et des tendances en même temps, jusqu'au moment où il y a une prévalence d'une certaine tendance. D'accord? Et ce qui est important ici, c'est que ce que je vais vous montrer du pré-romantisme, on va voir qu'il y a encore quelques éléments de lumière et des éléments qui vont annoncer le romantisme. D'accord? Et euh, quelque chose d'important ici euh, pour penser à ce pré-romantisme, c'est que le classicisme français, en quelque sorte, et cette période des Lumières qu'on vient d'étudier, euh, en fait, moi, je dirais que la France, ou l'histoire française de manière générale, a cette tendance au rationalisme, à l'équilibre des formes, au classicisme. Donc, raison pour laquelle on ne parle pas tant que ça d'un baroque fort, expressif en France. Et puis, quand on parle de romantisme, le romantisme va arriver un peu tard en France. Et peut-être le romantisme en France est un peu moins fort qu'en Allemagne ou en Angleterre si on compare avec d'autres pays. Et il y a quelque chose de drôle aussi, ou de curieux au niveau de la poésie romantique en France, c'est que le romantisme en France, je disais qu'il va durer moins de temps, mais il sera peut-être plus révolutionnaire en France.
qu'il a été en Allemagne et en Angleterre. Et on crédite ça justement à cet aspect ou à cette tendance rationaliste et classiciste de l'histoire culturelle française. Parce que quand on parle, quand le romantisme arrive en Allemagne ou en France, en Allemagne ou en Angleterre, en fait, il est, on va dire, la radicalisation de quelques tendances qui existaient déjà dans leur société. Par exemple, en Allemagne, nous avons une présence du gothique beaucoup plus forte et qui vient depuis le Moyen Âge et qui est toujours présent dans la culture allemande. Et quand nous arrivons au romantisme qui subit une influence médiévale, c'est pas une grande transformation. Et en France, on verra une grande transformation dans le romantisme parce que nous avons un classicisme beaucoup plus long et d'une certaine façon, même en philosophie, nous avons, comme on voit ici, les Lumières, c'est un mouvement présent et de longue durée en France. Et ce qui est intéressant aussi à considérer au niveau du... en fait, quelque chose qui est très intéressante quand on parle de cette période, je vais suivre ici Yves Stalloni, que le pré-romantisme, c'est plutôt une période qu'un mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais très peu commenté la question de la censure au XVIIIe siècle. Et l'encyclopédie, par exemple, a subi un attentat de censure. Il y avait un contrôle qui s'exerçait à partir de la censure par les rois, n'est-ce pas? Parce que le roi, comme je disais tout à l'heure, était un représentant des dieux. Il y avait cette proximité entre la monarchie et l'Église, et les philosophes rationalistes et des Lumières, ils mettaient en question le roi et l'Église. Donc, ils ont subi la censure de l'État et de l'Église, n'est-ce pas? Pourquoi je parle de censure ici, c'est parce que plus cet ancien régime était en danger à cause des changements des mentalités, à cause des changements, Julien, une double censure, oui, oui. Comme il y avait cette pression populaire, intellectuelle, culturelle contre cette présence de l'Église, de la monarchie, certains écrivains, à cette époque, la deuxième partie du XVIIIe siècle, ont dû quitter la France. Et pourquoi je parle de ça? Parce que le pré-romantisme et le romantisme, ce n'est pas quelque chose qui se développe en France à partir de ses propres bases culturelles. C'est quelque chose qui viendra de l'extérieur. Et donc, les grands noms, tout d'abord, là aujourd'hui, je vais utiliser Jean-Jacques Rousseau pour parler du pré-romantisme. Et Jean-Jacques Rousseau, je ne sais pas si vous savez, il vient de Genève, il n'est pas français, il n'est pas de Paris, mais il a une histoire de vie, il est plus ou moins adopté ou accueilli en France. Donc, il me semble qu'il n'est pas né d'une famille catholique, il s'est converti au catholicisme en France. Mais quand même, il a des périodes dans lesquelles il est banni de la France. Donc, il doit quitter la France, il repart en Suisse, mais il a un séjour en Angleterre, si je ne me trompe pas. Nous avons Benjamin Constant, qui a été exilé aussi. Et Benjamin Constant, il a un roman très intéressant, un roman psychologique très intéressant qui s'appelle
dont le titre est, je vais vérifier ici parce que je ne me souviens plus, mais c'est un roman très intéressant. C'est un roman long et de temps en temps, je pense à l'adopter dans les cours de roman ou même de panorama. Comment s'appelle Constant? Adolphe. Adolphe. C'est un roman très intéressant. Il anticipe en quelque sorte, je ne sais pas la date de publication d'Adolphe. C'est un roman un peu mal du siècle et il y a une souffrance amoureuse et c'est un peu autobiographique aussi. Et à mon avis, c'est très intéressant comme roman. Donc, Benjamin Constant aussi doit quitter à cause du régime, de l'ancien régime et des persécutions. Il quitte la France, il part en Angleterre. Nous avons Madame de Staël, qui est une écrivaine et une critique littéraire très importante aussi, qui est en quelque sorte, qui fait partie de la naissance de la critique littéraire moderne en France. Elle quitte la France et elle part en Allemagne, raison pour laquelle elle écrit une œuvre qui s'appelle De l'Allemagne. Et vous allez voir, concernant Madame de Staël, vous allez voir dans cette vidéo que je vais partager avec vous sur les bases philosophiques du romantisme, je vais parler de frères Schlegel. Ce sont deux poètes et critiques allemands. C'est August Schlegel et Friedrich Schlegel. Et Madame de Staël a une affaire avec un des deux. Et ces deux poètes et critiques sont peut-être les plus grands théoriciens du romantisme allemand à cette époque-là. Et nous avons aussi Chateaubriand, René de Chateaubriand, qui est très connu aussi, qui doit s'exiler, si je ne me trompe pas, en Angleterre ou en Amérique, aux États-Unis. Là, je ne me souviens pas très bien. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ces figures-là, Benjamin Constant, Madame de Staël, Chateaubriand, Rousseau, qui appartient à une génération avant, parce que Rousseau est déjà plus âgé, mais comme vous voyez, ils se cohabitent, ils sont contemporains, en quelque sorte. Rousseau, déjà plus âgé, et ces autres, c'est la nouvelle génération de la littérature française. Ils vont quitter la France à cause des persécutions de l'Ancien Régime. Ils vont partir en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs, et ils vont prendre contact avec les romantismes naissants. Et après la Révolution française, et après, surtout déjà après quelques années de la période napoléonienne, ils vont revenir en France avec ces idées du romantisme allemand et anglais. Ils vont apporter ces idées en France, ils vont incorporer ces idées à leur production littéraire et ils vont influencer la génération suivante, celle de Lamartine, de Victor Hugo, de Musset, de Gérard de Nerval, dont on allait lire Aurélia, dont je vous ai parlé au début de ce cours. Et donc, ce mouvement-là, il aura quelques caractéristiques bien spécifiques. C'est pour cette raison-là qu'on va dire que le romantisme en France est un peu plus tardif, parce que en Allemagne et en Angleterre, il va se passer cette transformation, ce changement vers le romantisme à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, c'est-à-dire 1790 et 1800. En France, en 1790, c'est la Révolution française, c'est la période napoléonienne, il y a cette persécution, les grands écrivains de la génération naissante doivent quitter le pays. Donc, il y a une production
une production littéraire des écrivains qui restent en France, qui aujourd'hui est complètement oubliée parce que personne ne s'y intéresse. Parce qu'il n'y a pas, c'est plutôt une continuation du XVIIIe siècle. Et assez souvent, en histoire littéraire, on finit par s'intéresser aux périodes de transition parce qu'il y a une richesse plus grande. Donc, voilà. Et donc, je passe, vous avez devant vous ici la projection de cette partie du chapitre sur le XVIIIe siècle d'Yves Saloni, sur le pré-romantisme. Et comme il le dit ici, c'est une période plutôt qu'un mouvement. Donc, je vais avancer ici. Je ne vais pas tout dire. Si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil après, mais il y a quelques extraits soulignés ici. Voilà. Donc, nous avons ici, quand on parle de pré-romantisme en France, il s'agit d'une période dont les pivots politiques, autant que culturels, sera la Révolution française, la Révolution de 1789. Et il y a quelques tendances dominantes. Et donc, nous avons ici la promotion de la sensibilité et des formes littéraires qui en découlent. Donc, vous voyez la promotion de la sensibilité et les formes littéraires qui en découlent. C'est déjà quelque chose qu'on verra plus tard, déjà de manière plus solide dans les romantismes. Vraiment. Raison pour laquelle, par exemple, on aura une prévalence au niveau de la poésie d'élégies et de quelques odes. Et cela veut dire, par exemple, qu'on va laisser de côté quelques formes fixes, comme un sonnet qui a 14 vers, deux strophes de 4 vers et 2 strophes de 3 vers. Et quand on fait une élégie, l'élégie, elle a un rythme plutôt mélancolique, un sujet peut-être mélancolique, mais elle n'a pas une forme fixe au niveau de l'extension. C'est-à-dire, moi j'ai l'habitude de dire que, par exemple, quand il s'agit d'un sonnet, il faut mettre dans un sonnet, dans 14 vers, toute l'émotion qu'on ressent. Si l'émotion dépasse les 14 vers, on laisse de côté. Il faut quand même faire entrer toute l'émotion en 14 vers. Quand il s'agit d'une élégie, par exemple, on peut voir un poème de 3, 4, 5, 10 pages. C'est-à-dire que dès que l'émotion est encore présente, on laisse l'émotion se couler. On laisse aller et on donne l'espace à l'émotion. D'accord? Donc, ça, c'est déjà cet aspect-là de la promotion de la sensibilité et des formes littéraires qui en découlent. On peut y mettre aussi, en quelque sorte, les romans. Les romans comme une forme littéraire qui découle de cette sensibilité. Pourquoi? Parce que les romans, c'est un genre littéraire qui n'a pas une forme fixe. Il a quelques balises, quelques éléments qui nous permettent de distinguer les romans d'autres genres littéraires, mais en même temps, le roman, c'est un genre qui nous permet une grande liberté de forme, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons la remise en cause des principes esthétiques du classicisme. Des principes esthétiques du classicisme comme l'équilibre de la forme, la raison, quoi d'autre, les vers ou les raisonnements plutôt linéaires. On ne va pas renverser l'ordre des phrases
Ces éléments-là sont les principaux. Et ici, Juliane, j'avais commenté qu'il y avait quelque chose de ta question du cours précédent, la reconnaissance des spécificités nationales en matière d'art. Ça, c'est important, peut-être dans le contexte français, c'est avec Madame de Staël qu'on va voir ces genres d'idées, l'importance de la nationalité, parce que, ou de l'esprit national. Il me semble que Hegel, ou Hegel, comme on dit en français, apportait déjà cette idée de l'esprit national. Nous avons, avec Madame de Staël, avec l'idée de l'Allemagne et une association entre les territoires, en quelque sorte, ou le pays où on produit la littérature. C'est plus ou moins avec Madame de Staël, nous avons un début des critiques littéraires qui considèrent l'œuvre comme un produit de l'endroit où elle a été conçue, où elle a été faite. C'est-à-dire qu'il y a un caractère national qui définit en quelque sorte, je vais dire, la couleur de l'œuvre. Donc la nationalité devient quelque chose d'important pour l'œuvre. Parce que ça c'est important, si on pense, comme je dis dans les cours précédents, les philosophes des Lumières parlaient des universels, c'est-à-dire des concepts qui s'appliquaient à tout le monde, comme la liberté, l'égalité, la fraternité, quoi d'autre, la raison, donc la morale était la même pour tout le monde. On essayait de se penser universellement comme des êtres humains. À partir de la loi, nous sommes égaux face à la loi. Avec le romantisme, on va commencer à penser qu'il y a des différences nationales. Et ces différences nationales vont se refléter dans la production littéraire, culturelle, etc. Et comme je vous ai dit dans les cours précédents, en Allemagne, ça c'est clair parce que l'Allemagne n'était pas encore un pays, un État national moderne. C'était un ensemble de petits royaumes dont la Prusse était le plus grand. D'accord? L'Angleterre était déjà un pays, un État moderne, un État national moderne, mais l'Italie non plus. L'Italie était plutôt comme l'Allemagne. Donc, vous voyez que certains centres de formation du romantisme vivaient un autre contexte sociopolitique et ça va entraîner des conséquences pour la production littéraire aussi. Raison pour laquelle, vous savez, moi j'aime bien penser la littérature dans son rapport avec la société. Pas comme un reflet tout simplement, mais de voir quand même un contact ou un contact, quelque chose qui va avec. Je pense qu'il y avait encore quelque chose à dire. Non, ça va. L'affirmation de l'individu et du goût de la subjectivité. Et c'est ça, en fait, l'intérêt, mon intérêt avec Rousseau. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je contrôle les temps ici. Donc, l'affirmation de l'individu et le goût de la subjectivité. Ça va aboutir dans la souffrance amoureuse, l'expression de sentiments, etc. Donc, c'est drôle parce qu'on voit ces caractéristiques, ces tendances-là, et on pense presque directement au romantisme. C'est très proche du romantisme. Le recours à l'histoire pour expliquer l'évolution du monde. Ici, on reprend
l'argument du dernier cours. J'avais entretenu une petite discussion avec Raphaël sur ces changements de conception du temps, qu'on laisse de côté un temps cyclique ou un temps téléologique comme celui du christianisme. On part de la chute du paradis et on marche vers la fin des temps, qui sera le jugement final, ou un temps mythique, qui est un temps plutôt circulaire, et on entre dans un temps chronologique, linéaire, qui est de progression, qui est les temps de l'histoire, comme nous connaissons aujourd'hui. C'est un temps de succession. Ça, c'est important. J'avais dit linéaire, mais c'est un temps de la succession des faits et des événements. Et la vocation sociale et politique de l'écrivain. On va voir ça, par exemple, avec Goethe en Allemagne, mais en France, on va voir un peu plus tard avec Victor Hugo. D'accord? Lamartine, pas autant. OK? Et est-ce que vous avez des questions ici ou c'est bon? C'est bon? Pour moi, c'est bon. OK, merci. J'avance encore. Je ne vais pas entrer dans ces étapes parce que ici on parle en quelque sorte du rapport avec l'histoire. Je veux rester dans les caractéristiques générales pour entrer dans le texte de Rousseau. Voilà les composantes du pré-romantisme, les fondements idéologiques, les cosmopolitismes. Et là, vous voyez, comme je parlais de ces écrivains qui sont partis à l'étranger, ils vont prendre contact avec ce qu'on pensait, ce qu'on écrivait en Allemagne et en Angleterre. Quand ils reviennent en France, ils reviennent avec des idées, de nouvelles idées. Et ça, c'est intéressant parce que ça s'ouvre. Et la France qui était et surtout, même la période de Louis XIV et un peu après, la France, en quelque sorte, exportait les tendances culturelles et artistiques. Raison pour laquelle on parle assez souvent que les gens de la cour française qui échangeaient une correspondance avec des représentants de la cour de la Russie, de la Prusse, par exemple, ils le faisaient en français. Parce que les cours d'autres pays comme la Prusse ou la Russie suivaient le mode de vie français, suivaient la tendance française. Et ils parlaient français dans la plupart des cas. Donc c'est intéressant parce que dès qu'il y avait un échange, l'échange se faisait en français parce que le français était la langue dominante, mais aussi le modèle à suivre à cette époque. Et donc ici, on a l'introduction d'éléments extérieurs à la France. Ce sont ces écrivains qui partent à l'étranger. Quand ils reviennent avec une autre influence. Et ici, nous avons la religion. Donc, la religion revient. On pense que, et comme je vous ai dit dans les cours précédents, les Lumières ont fait une critique à la religion pour séparer la religion de l'État, mais pas pour séparer la religion de l'individu. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Avec les Lumières, on a séparé la religion de l'État, mais pas de l'individu. Et donc, quand on pense à l'expression des sentiments, on inclut les sentiments religieux. Et peut-être
pas un sentiment. Et là c'est quelque chose d'important aussi. Peut-être, moi, j'ai un peu plus de familiarité avec la littérature allemande qu'avec la littérature anglaise. Et l'Allemagne a un côté catholique, mais a un côté protestant aussi. Et le côté protestant en Allemagne est très fort. Et donc, ce que nous avons, ce retour de la religion en France, il va se donner plutôt par rapport à l'influence de l'expérience religieuse protestante, c'est-à-dire une expérience individuelle, personnelle, avec la religiosité, et pas un côté institutionnel de l'Église, etc. D'accord? Et ce côté protestant, c'est le côté que vous connaissez bien de cours d'histoire, c'est-à-dire la libre interprétation de la Bible, la lecture individuelle de la Bible. On ne suit plus les tendances de l'Église qui déterminent l'interprétation de la Bible. Et donc, ça va entraîner une expérience plus individuelle, mystique, de la religion, et moins institutionnelle. D'accord? Et voilà, ça c'est ce côté de la religion. Ici, nous avons l'exemple d'Émile, de Rousseau, et du génie du christianisme de Chateaubriand. D'accord? Voilà les nouvelles missions de l'écrivain. L'esprit philosophique hérité de Lumière va, dans cette période romantique, pré-romantique, entraîner la modification de la figure de l'homme des lettres, engagé désormais dans le combat social et politique, devenu un apôtre qui répand, qui diffuse de la bonne parole et concourt au triomphe de la vérité. Ici, à mon avis, je reviens à la question de Juliane. Juliane, c'est ce côté qui nous arrive ici au Brésil, peut-être avec Castro Alves, qui est ce côté du romantisme politique. Et je vais vous montrer dans la poésie romantique française le cas de Lamartine, par exemple, qui n'est pas engagé du tout. C'est plutôt cette expérience de la nature et cette expérience un peu philosophique à partir du contact avec la nature. Et nous avons avec Victor Hugo un engagement plus grand. Même dans son œuvre romanesque, n'est-ce pas? Dans certains écrits critiques des changements, comme la préface de Cromwell, ou plutôt comme ça. Parce qu'il a un côté, il y a un côté de la poésie de Victor Hugo qui est plus proche du romantisme, plus mélancolique, etc. Mais il y a quelque chose d'engagé, de politique aussi. Je vais essayer de vous montrer cette différence avec certains exemples de poèmes. Sinon, les thèmes d'inspiration, la nature tourmentée, d'accord, Juliane. Le lyrisme intérieur, voilà, et les effets de la sensibilité. Donc, si le pré-romantisme marque de façon incontestable la victoire du sentiment sur la raison, encore que les deux notions n'aient pas toujours été en conflit pendant les Lumières. Souvenez-vous, je vous ai parlé de la sensualité. Donc, il y a cette prévalence de la raison pendant les Lumières, mais cela ne veut pas dire que la sensibilité n'était pas, ou que la sensibilité était absente.
D'accord. Voilà, Luciane, Les Misérables sont plus politiques aussi. C'est pour ça que j'avais parlé de l'œuvre romanesque de Victor Hugo. Et si on quitte un peu l'œuvre littéraire de Victor Hugo, il a un texte sur la peine capitale. J'ai oublié le titre de ce texte. Je crois que c'est Considération sur la peine de mort ou quelque chose d'un condamné à mort, quelque chose comme ça. C'est un texte politique dans lequel il se met contre la peine capitale, n'est-ce pas? Donc, c'est intéressant aussi de voir ce côté presque d'intellectuel, je dirais, de Victor Hugo, n'est-ce pas? La raison pour laquelle il va s'exiler aussi, n'est-ce pas? Il ne va pas rester en France à cause de son engagement politique. Ça va entraîner une persécution et il va être en quelque sorte banni de la France. Donc ici, cette littérature de la sensibilité illustrée par des auteurs comme Baculard d'Arnaud et Loisel de Théogat. Les derniers jours d'un condamné. Merci, Luciane. Et voyons l'apport du pré-romantisme. Voilà. Et selon Pierre Martineau, les apports du pré-romantisme, peut-être ils vont être sentis plus tard dans le romantisme, mais l'entrée, l'important ici, c'est l'entrée de ces aspects dans la littérature française. Donc, les besoins d'émotions fortes, des émotions fortes, vous voyez que ça, c'est intéressant. Quand j'étais dans la première du secondaire, dans les livres utilisés à l'école, quand nous avons étudié le romantisme, il y avait l'insertion de la chanson exagérable de Cazuza. Et ce qu'on nous demandait, c'était ce rapport, parce que en fait, l'émotion exagérable, elle reproduit un peu les idéaux romantiques. Jogado aos seus pés, eu sou exagerado, te daria 1000 rosas roubadas. Donc, il y a plein d'éléments du romantisme. Et donc, vous voyez qu'on quitte cette période rationaliste d'équilibre dans laquelle, cette période dans laquelle, ouais, moi j'aime bien Cazuza aussi. Et je me suis déconcentré parce que je pensais aux chansons de Cazuza. Non, c'est pas grave. Parce que lui, il a quelques blues que j'aime bien. Je parle pas de blues da piedade. Je vais chercher ces chansons-là et je mets après dans la salle virtuelle. Et oui, on va laisser de côté cet équilibre de la raison, la raison qui s'imposait sur l'émotion, et on va chercher les émotions plus fortes. Donc, on va laisser libre cours aux émotions. Les besoins de la mélancolie. La mélancolie ici ne doit pas être confondue avec la souffrance. La mélancolie, c'est plutôt un état d'esprit réflexif. D'accord? C'est-à-dire, on va voir par exemple avec Rousseau ici les rêveries d'un promeneur solitaire, ou avec les méditations poétiques de Lamartine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se met à penser
sur l'existence, sur l'amour, sur la vie, sur les paysages. Et ça rend cet état d'esprit mélancolique. Mélancolie ici, c'est plutôt se pencher sur soi-même, de faire ce pli sur soi-même, d'accord? Et ça nous rend plus intimistes, plus renfermés sur soi-même. Les besoins de la confession, c'est lié à cette mélancolie, n'est-ce pas? Un certain mal du siècle. Le mal du siècle, c'est plutôt de la souffrance, n'est-ce pas? Et vous voyez que l'exemple du mal du siècle vient avec Les Jeunes Werther, le livre de Goethe, qui est publié dans les dernières années du XVIIIe siècle. Comme je vous disais, c'est une tendance qui arrive en France tardivement, et le Jeune Werther de Goethe, si je ne me trompe pas, il a été publié en 1780 et quelque chose comme ça. Donc, avant, Juliane, je vous demande de vérifier. Attends, ouais, je vais voir. Ou peut-être 1779. C'est ça? 74, en fait. 74. 74, ouais. Ouais. C'était ces mouvements qu'on a appelés en Allemagne, comment on dit ça? C'est Sturm und Drang. C'est la tempête et l'impulsion, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, c'est cette tempête d'émotions, de sensations, etc. Et donc, un certain mal du siècle, la tentation du suicide, donc, ou dont Werther, la rêverie délicieuse et sans objet. La rêverie, ici, on traduit comme dévaneio. D'accord? Ce n'est pas vraiment je rêve, sonho, mais c'est plutôt les rêveries, dévaneios, les méditations. Puis un après d'une religiosité sans dogme et sans grande foi. Donc, comme je viens de dire, de parler de Luciane Fausto, ou le Faust de Goethe, à mon avis, il s'en sert plutôt dans les classicismes. Et Goethe, il est un écrivain peut-être comme Victor Hugo en France ou comme Machado de Assis au Brésil. C'est-à-dire qu'il a vécu une longue période et il a produit pendant toute sa vie. Donc, il a une partie de son œuvre qui est assez classiciste et puis il participe à ces mouvements pré-romantiques en Allemagne. Et le Faust, à mon avis, c'est plutôt une œuvre, ou peut-être c'est plus compliqué que ça, parce que le mythe du docteur Faust, c'est le personnage qui fait un pari avec le diable ou qui vend son âme au diable pour tout connaître. Donc, cette envie de tout connaître, c'est une envie rationnelle de la science, de tout connaître. Par contre, ce mythe du docteur Faust, il vient du Moyen Âge. Donc, c'est une influence du Moyen Âge et pas de l'Antiquité classique. À mon avis, donc c'est peut-être, c'est pas quelque chose qu'il faut classer. C'est pas quelque chose qu'il faut classer de cette manière. De cette manière, d'accord, pré-romantique ou classique. Je pense que c'est quelque chose qui mélange les influences, d'accord. Raison pour laquelle c'est une des grandes œuvres, un des classiques universels, n'est-ce pas?
Et parfois, il faut accepter qu'on ne peut pas mettre dans des cases précises les choses comme ça. Et donc, comme je disais, Machad de Assis, c'est souvent, on parle d'une période romantique, une période réaliste. Et Victor Hugo, par exemple, il va publier Les Misérables. Il me semble que c'est 1860. Donc, c'est déjà, en France, c'est la période du naturalisme. Et il écrit encore quelque chose qui est fortement marqué par le romantisme, mais qui dialogue avec les mouvements euh, de l'époque, d'après le romantisme. Donc, il y a ces genres, comme je vous ai dit, les choses ne sont pas, on finit une tendance et on commence la suivante. Ces choses-là se mélangent. C'est plutôt par un effort didactique qu'on sépare les choses. Donc, cette religiosité sans dogme et sans grande foi et les goûts des chimères sociales et morales. C'est-à-dire de penser, de faire des fantasies, des fantasmes. Voilà. Oui, pendant la période de Napoléon, voilà. OK. Et donc, avec ça, je finis. Voilà la discussion ou l'utilisation de ce schéma ou de ce texte assez schématique de Yves Saloni. Et je vais utiliser les dernières minutes pour parler de Rousseau. Donc, je vais partager ici. Voilà. Les confessions de Rousseau. Est-ce que vous avez des questions à me poser ou je peux partir directement à la lecture ici d'un extrait? Pas de questions, moi. D'accord. Donc, vous avez là, en face de vous, la couverture de Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Donc, je vais aussi mettre un podcast sur la vie de Rousseau parce que c'est intéressant à connaître un peu les détails de sa vie, le va-et-vient, etc. Et donc, cette partie-là des confessions et de rêveries d'un promeneur solitaire, ça concerne plutôt la fin de sa vie. D'accord? Et donc, ici, le côté confessionnel de Rousseau, ouais, je ne voulais pas anticiper, mais je vais anticiper quelque chose. Ce côté confessionnel va mettre Rousseau dans une lignée historique qui vient peut-être assez souvent, on met comme point de départ les confessions de Saint-Augustin. On passe par Montaigne et on arrive à Rousseau. Et puis, au XXe siècle, on arrivera il y a deux choses. Il y a aussi, j'ai sauté le 19e siècle, il y a un livre intéressant, je vais essayer de choisir quelques extraits, de Musset, d'Alfred de Musset, qui est les confessions d'un enfant du siècle. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier ici. Musset. Je vais passer. Alfred et Musset. La confession d'un enfant du siècle. Et je vais revenir à ce livre des Musset quand on parlera du romantisme. Et puis, on arrivera au XXe siècle aux autofictions, aux autobiographies, aux autofictions. Mais entrons dans les textes.
Et nous avons ici, voyons, ici nous avons déjà quelque chose. Oui, c'est bien comme ça. Voici le seul portrait d'homme peint exactement d'après nature et dans toute sa vérité qui existe et qui probablement existera jamais. Qui que vous soyez, que ma destinée ou ma confiance ont fait l'arbitre du sort de ce cahier, je vous conjure par mes malheurs, par vos entrailles et au nom de toute espèce humaine, de ne pas anéantir un ouvrage unique et utile, lequel peut servir de première pièce de comparaison pour l'étude des hommes, qui certainement est encore à commencer, et de ne pas ôter à l'honneur de ma mémoire le seul monument sûr de mon caractère qui n'ait pas été défiguré par mes ennemis. Donc, nous avons un contexte déjà ici. Voici les seuls portraits d'hommes, pas exactement d'après nature, et dans toute sa vérité, qui existe et qui probablement existera jamais. Donc, nous avons déjà, et comme je vous ai dit, le livre s'appelle Confession, n'est-ce pas? Et nous avons les portraits d'un homme qui va parler de soi-même, et il fait ici un pacte qu'il va parler d'après sa nature, c'est-à-dire à partir de ce qu'il est et dans toute sa vérité. Donc, il fait une espèce de pacte de pas de fidélité, mais de vérité, de raconter sa vérité. Le pacte de vérité ici, c'est plutôt plus ou moins comme nous avons avec Philippe le Jeune déjà au XXe siècle, le pacte autobiographique. Ici, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire un pacte avec nous, de faire confiance à ce qu'il va dire, de prendre comme vérité, sa vérité, ce qu'il va dire. D'accord? Et donc, c'est intéressant parce qu'il va parler d'un ouvrage unique et utile et qui servira comme comparaison pour les études des hommes. Et il nous explique que c'est à l'honneur de sa mémoire et de son caractère qui n'a pas été défiguré par ses ennemis. Parce que, comme je vous ai dit, il a été persécuté, il a dû quitter la France, il a eu quand même quelques bannissions dans sa vie. On pense que la vie, ou peut-être on ne connaît pas sa vie, mais sa vie a été un peu turbulente à ce niveau-là, à cause de positions philosophiques, littéraires, etc. Donc, nous avons ici ce pacte de cet écrivain de sincérité par rapport à ce qu'il va nous raconter. OK? Donc, il continue ici. Enfin, fussiez-vous vous-même un de ces ennemis implacables, cessez de l'être envers ma cendre et ne portez pas votre cruelle injustice jusqu'au temps où ni vous ni moi ne vivrons plus, afin que vous puissiez vous rendre au moins une fois le noble témoignage d'avoir été généreux et bon quand vous pouviez être malfaisant et vindicatif. Si tant est que le mal qui s'adresse à un homme qui n'en a jamais fait ou voulu faire puisse porter les noms de vengeance. Et Jean-Jacques Rousseau, ça c'est une espèce de préambule au texte de Confession. Et puis, j'entre ici dans le premier texte pour vous montrer cette présence de pourquoi on considère Rousseau comme le père de l'autobiographie moderne. Et là, assez souvent, on fait ce découpage historique, mais à mon avis, on ne peut pas oublier Montaigne
Nous avons bien étudié Montaigne, mais parfois, la différence des essais de Montaigne, c'était peut-être son point de vue, peut-être comme existence exemplaire. Il parlait d'un point de vue d'un homme comme tous les autres. Même si on avait, avec Montaigne, quelques traces très personnelles, ici, on va voir une réflexion plutôt moins humaniste et plus individuelle. D'accord? Je dirais que Montaigne, il parle de son Dieu particulier pour arriver à un universel. Donc, sa réflexion toucherait à tous les hommes. Et le cas de Rousseau, il reste dans un plan plutôt individuel, à mon avis. D'accord? Donc, voyons ici. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme sera moi. Donc, vous voyez que les débuts ici, ça nous fait penser au préambule de Montaigne au lecteur. C'est très proche, n'est-ce pas? Et d'une certaine façon, quand il dit qu'il n'eut jamais d'exemple et qui n'aura point d'imitateur, c'est aussi ce côté écrivain qui veut se faire unique, inimitable, etc. Mais on sait, comme je vous ai dit, on peut rapprocher son texte de celui de... Oui, et modeste. Exactement, Julien. C'est très modeste. Mais si on recule dans le temps, il est en dialogue, en franc dialogue avec Montaigne. C'est clair, ça. Et il continue. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Donc, vous voyez ici qu'il essaye de trouver ce qui existe de plus particulier en soi-même, en lui, dans ces cas. Donc, on parlait de sensibilité, de sentimentalité, d'expression des émotions. Donc, vous voyez ça dans le texte. Il dit qu'il va parler de soi-même, de ses spécificités, exactement. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire. Donc, il n'y a pas de sûreté, mais j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne veux pas mieux, ici, vaut, c'est de valoir. Se eu não valho mais, au moins je suis autre. Et voilà, c'est exactement cette idée de la spécificité de la personne. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Ici, c'est encore ce côté modeste dont Julien avait parlé. Parce que vous voyez ici, le moule est à forme. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Il est tellement unique qu'il dit que peut-être la nature a brisé, a cassé le moule dans lequel il a été fait. Donc, il restera unique
pour toujours. Parce que la Professeur, nature, oui, mais dans ce sens-là, bon, je vais le défendre, mais dans ce uh-huh, sens-là, je pense que si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre, ça me fait penser justement à les spécificités humaines et c'est vrai que il y a pas, il n'y a pas des moules qu'on peut garder pour faire un autre être humain. Je pense un peu à l'idée générale de moi mhm. et de l'autre, de ce qui m'éloigne de l'autre. Je pense un peu à cela aussi. D'accord. Tu penses plutôt à partir de la clé qu'il est vraiment modeste et qu'il reconnaît que les autres sont spécifiques, sont uniques, Dans pareils. ce paragraphe-là, avant, non. Oui. Avant, non. Mais si je Ouais. pense plutôt à l'idée de la différence essentielle entre moi et les autres et l'autre. Mhm. On Oui. ne- on n'est jamais comme l'autre. Ça, c'est impossible. Mais je ne sais pas s'il pensait à cela. Oui, ça c'est intéressant comme réflexion parce que ça c'est déjà un côté qui le différencie des autres philosophes de Lumière. Parce que si on parlait des universels, que nous sommes tous égaux, mais nous sommes tous égaux face à la loi. La loi doit être la même pour tous, n'est-ce pas? Mais au niveau individuel, nous sommes différents. Et ici, Juliana, je suis d'accord avec toi par rapport à ta réflexion, mais il y a quelque chose au niveau de la rhétorique, sa façon de dire qui nous fait penser qu'il n'est pas modeste, en fait. Donc, c'est quelque chose au niveau du langage. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quelque chose dans la façon de raconter, de se raconter, qui nous fait penser qu'il n'est pas modeste du tout. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce registre de texte, n'est-ce Oui, pas? parce qu'il a les dialogues avec ses ennemis, évidemment. Oui, Là, il pense à son œuvre peut-être comme une œuvre à être lue si quelqu'un veut dire du mal, par exemple. voilà. Bon, pour cela, il faut la lire quand même. C'est un peu cela que je remarque ici. OK. Et donc, avançons encore ici, que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant les souverains juges. Je dirai hautement. Donc, vous voyez ici la référence à la religion, à la religion chrétienne. N'est-ce pas? Les jugements derniers, au jugement final, il viendra, ce livre à la main, se présenter devant le souverain juge ou juiz souverain. Je dirais hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien, je n'ai rien euh, tu, peut-être ici, peut-être qu'il y a une faute ici. Je n'ai rien dit de mauvais, rien ajouté de bon. Et je vais marquer ici, et il explique ses faiblesses, mais dans les textes, ce n'est pas aussi explicite à mon avis. Ok, Luciane. Donc, je dis le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien dit, à mon avis, c'est dit et partu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelques ornements indifférents, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux.
Ici, vous voyez, il y a un effort d'être authentique et de reconnaître ses limites de connaissance. Donc, la connaissance ici, ce sera toujours les limites de l'individu. Donc, on ne va pas parler à ce niveau des confessions. C'est pour ça que nous sommes au niveau de l'individu. C'est-à-dire que il y a une limite. Donc, on ne peut pas parler de vérité absolue. On ne peut pas parler de vérité philosophique ou de quelque chose qui est la raison nous permet d'accéder à une vérité. Non, on sera toujours au plan de l'individu. Et donc, il dira ici, j'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être. Donc, je suppose que c'est vrai ce que je pense que c'est vrai. Jamais ce que je savais être faux. Donc, vous voyez que s'il dit que quelque chose est vrai, c'est parce qu'il pense que c'est vrai. Il ne va pas dire que c'est vrai quelque chose qu'il est sûr qui est faux. D'accord? Je me suis montré tel que je fus, tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Tu, ici, je pense qu'il parle au juge souverain. Être éternel rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, et qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes intimités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité. Et ici, c'est important. Et puis, qu'un seul te dise s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. Et donc, il commence, je suis né à Genève en 1712, d'Isaac Rousseau, citoyen, et de Suzanne Bernard, citoyenne. Un bien fort médiocre à partager entre 15 enfants, ayant réduit presque à rien la portion de mon père. Il n'avait pour subsister que son métier d'horloger, dans lequel il était à la vérité fort habile. Ma mère, fille du ministre Bernard, était plus riche. Elle avait la sagesse et de la sagesse, la beauté. Ce n'était pas sans peine que mon père l'avait obtenu. Leurs amours étaient, etc. Je ne vais pas suivre ici. Donc, vous voyez déjà dès le début du texte cet effort de dire qui il était. Donc, nous avons, je recule à la page précédente ici, la première séquence, c'est presque le pacte qu'il fait avec les lecteurs. Et puis, il commence à se raconter, n'est-ce pas? Donc, il y aura plein d'anecdotes de sa vie qu'il va raconter ici. Et je voudrais passer aux rêveries du promeneur solitaire, parce que c'est plus ou moins une continuité. Il me semble que Rousseau est mort en 1782 ou 88, quelque chose comme ça. Et les rêveries du promeneur solitaire va être publié après sa mort. D'accord? Raison pour laquelle nous avons ici la date de 1817, mais Rousseau n'a pas vécu jusqu'à 1817. D'accord? Sinon, il serait décédé, il serait mort avec plus de 100 ans. Et ça n'a pas été le cas. Je crois que c'est 1782 ou 88. Et donc, ici, il y a une différence déjà, parce que ce n'est pas, c'est ce livre organisé autour des promenades, comme si l'acte de se promener entraînait cette réflexion ou ces rêveries. D'accord? Et donc, on entre ici, il y a la préface, non, je vais pas, c'est pas la préface,
Et voilà. Et vous voyez, ce sont des promenades un peu plus que les réflexions. Je passe les pages ici, ça fait plus ou moins 10 pages de réflexion. Et je voudrais juste vous donner les tons de ce livre-là. Donc, je commence la première promenade. Donc, nous avons ici, mais voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de sociétés que moi-même. Les plus sociables et les plus aimants des humains en a été proscrits par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quels tourments pouvaient être les plus cruels à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Donc, vous voyez ici quelque chose de presque chrétien, n'est-ce pas? J'avais montré une influence catholique, et nous avons ici quelque chose de l'esprit chrétien. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'aimer les hommes même malgré ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Et vous avez le contexte ici, c'est parce qu'il a été, quand on dit, il a été proscrit, il a été banni de Paris. Ils n'ont pu qu'en cessant de l'être, se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls, enfin, pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Même moi, je monte ici la page, nous sommes là, même moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi. Donc, ici, ce qui est important à mettre en relief, c'est que il n'arrive pas à cette réflexion sur soi-même par ses propres chemins. Il y a quelque chose il a été entraîné par des problèmes avec les hommes. C'est-à-dire toute cette manition, les critiques par rapport à sa philosophie, aux choses qu'il a écrites, etc., l'ont mise à l'écart de la société, et ce qui reste, c'est de se pencher sur soi-même, de se plier sur soi-même et de faire ce bilan de sa vie. D'accord? Et je continue tout un petit peu ici, un dernier paragraphe. Depuis 15 ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle me paraît encore un rêve. Je m'imagine toujours dans une indigestion, je m'imagine toujours qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil et que je vais me réveiller bien soulagé de ma peine en me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute, il faut que j'ai fait, sans que je m'en aperçusse, un saut de la veille au sommeil, ou plutôt de la vie à la mort. Tiré, je ne sais comment, de l'ordre des choses, je me suis vu précipité dans un chaos incompréhensible où je n'aperçois rien du tout. Et plus je pense à ma situation présente, et moins je puis comprendre où je suis. Donc, vous voyez, ça c'était juste pour vous donner les tons. Et ces livres de Rousseau ont eu quand même une grande influence, surtout dans les écrivains d'après, la génération suivante, comme je vous ai dit, celle Et par exemple, une information importante, quelqu'un qui était un amateur de livres de Rousseau, c'était Kant, le philosophe allemand
qui va écrire encore jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et cette œuvre de Rousseau va influencer les écrivains romantiques et c'est intéressant parce que là, nous avons... ouais, je vais insister sur cette touche-là. La contribution de Rousseau à une réflexion subjective sur soi-même et parfois pour nous aujourd'hui, il y a un double peut-être côté quand on lit ce genre de textes. Il nous semble qu'il parle de soi tout le temps comme si c'est fatigant, c'est mélancolique, c'est lent parce que c'est un temps, c'est pas un temps d'aventure, c'est un temps de la réflexion. Par contre, ça se rapproche de nous aujourd'hui parce que on vit aussi une période dans laquelle avant tout, on parle de soi-même, n'est-ce pas? On veut faire, on publie des photos de nous-mêmes. Les photos sont un portrait, en quelque sorte, une narrative, un récit personnel. Mais regardez nos conversations avec nos amis. On est plus ou moins incapable d'écouter l'autre et on engage, dès qu'on s'engage dans une conversation, on met aussi un récit de soi dans la conversation. Au lieu, parfois, je sais pas, nous avons un ami qui a besoin de parler, de s'ouvrir, et au lieu d'accueillir son discours, sa douleur, on va mettre notre douleur dans le débat, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, ça m'est arrivé aussi, ce genre de choses. Donc, ce que je voulais avec cette présentation rapide de Rousseau, c'était plutôt de vous faire, de vous montrer en fait qu'il y a quelque chose entre le rationalisme des Lumières et le romantisme qui viendra dans la suite. D'accord? Et ces genres de réflexion, ici nous avons un texte autobiographique, un texte des confessions, ça va entrer dans la poésie, dans la poésie romantique. D'accord? Cette expression de la subjectivité la plus profonde et la plus personnelle. D'accord? C'est ça, en fait. Est-ce que vous avez des questions? Et moi, je vais faire la mise à jour de ces documents dans les archives. Si vous avez l'intérêt pour les lire, je vais faire cette mise à jour des documents. Et vous pouvez retrouver les textes de Rousseau aussi dans les archives. C'est bon? Donc, juste avant de vraiment terminer, il est déjà midi, un petit rappel ici. Donc, jeudi, nous avons cours et je vais introduire Lamartine et le romantisme. D'accord? Et l'activité sur Candide de Voltaire, Candide ou l'optimisme, aura lieu jeudi de la semaine prochaine. Donc, vous avez encore une semaine pour finir la lecture, mais faites attention parce que dès qu'on finira ou dès qu'on aura fait l'activité sur Candide, il faut que vous vous mettiez à la lecture de L'étranger de Camus. D'accord? Et Lorraine, avant de finir le cours aujourd'hui, je doute à propos de l'exposé oral et les dates. On peut parler de ça? Oui. En fait, Lorraine, la date pour l'exposé oral,
on va faire selon la date de la remise de la version finale de la dissertation. D'accord? C'est-à-dire que moi, j'avais prévu la remise de la version finale de la dissertation au 6 mai, si je ne me trompe pas. Et comme nous avons un petit peu de retard, je vais remettre au 13 mai, si je ne me trompe pas. D'accord? Et comme ça, vous me rendez la version finale vers le 13 mai et vous aurez encore une semaine pour me rendre l'exposé oral. Je vais vous D'accord. donner une semaine de plus. Une autre chose, pour les activités, vous pouvez nous donner un tableau pour les dates, pour les activités, pour que nous puissions séparer de la dissertation, parce que probablement Oui, on sera à propos de la dissertation pour les prochaines semaines, parce oui, que la date finale est proche de nous. Alors, oui. notre tête sera juste pour la dissertation. Alors, si vous pouvez nous donner Ou peut-être un pas. Ou tableau. peut-être pas. Vous, comme je vous ai dit, il y aura des moments dans lesquels vous allez travailler dans deux fronts différents. Euh, comme on fait dans les guerres parfois. On ne peut pas laisser un front découvert. Mais quelque chose que je peux vous promettre, c'est que les prochaines activités seront plus simples que celles de montagne. D'accord? Ce sont des petites activités. D'accord? Par exemple, l'activité de Baudelaire, je vais vous demander la lecture d'un poème en prose et répondre à la question. Donc, c'est une demi-page ou une page de poème en prose. L'activité de Madame de Sévigné, ce sera pareil. Je vais choisir une lettre, pas longue, et je vais vous demander mais je vais penser à une date pour la remise de ces activités-là, d'accord, pour être plus clair et plus... ouais, d'accord. Nous puissions s'organiser, n'est-ce pas, prof? Parce que nous avons des autres matières aussi. Il y a beaucoup d'activités pour faire pour les autres n'être folles et ne pas arriver à quelque chose de mental. C'est bon, une organisation. Parce que tout le monde D'accord. sont morts maintenant. D'accord? D'accord. Non, je vais faire l'effort pour vous donner plus ou moins une date. Et... Parce que je sais quand même, Lorena, je vais vous indiquer une date, vous allez me demander encore quelques jours, je vais vous donner encore quelques jours. Et, et je sais qu'à la fin du semestre, vous allez me rendre la dissertation et je vais encore recevoir les autres activités. Oui, c'est vrai. Mais Mais on au moins, va essayer de faire tout. C'est des choses très importantes, n'est-ce pas, prof? ouais, ouais. Non, mais je sais que ça peut vous aider. Et donc, je vais faire, au moins, je vais vous donner une prévision de remise des autres activités. D'accord? D'accord, c'est bon. Je crois que c'est juste Juliane, ça. À propos de l'exposé oral, j'ai un doute très important. ouais, Au début de le semestre, tu as dit quelque chose d'entretien, par exemple. Je vais faire un entretien avec Brune pour l'exposé. Par exemple, je vais demander quelque chose pour elle, pour qu'elle puisse faire ton exposé. Mais je ne sais pas si je me trompe, si c'est juste ça que tu voulais dans ce semestre ou c'est juste pour faire avec quelqu'un de mon groupe. Par exemple, je dois faire seulement avec Juliane, Raphaël ou Luciane qui ont la même œuvre que moi, par exemple. non, non. En fait, pour l'exposé oral, ce que je vous demande, c'est d'exploiter les ressources technologiques que vous avez. D'accord? Par exemple, vous pouvez faire un PowerPoint et enregistrer votre voix expliquant le PowerPoint. Parce que, tout d'abord, le plus important de l'exposé oral, c'est de présenter votre dissertation. Oui. Et
je vais dire comme ça, la base de l'exposé oral, c'est présenter les résultats de votre dissertation. C'est-à-dire, il faut présenter le sujet, la problématique, donner une idée du plan et quels sont les résultats ou l'interprétation à laquelle vous êtes arrivé. D'accord? Et là, ce que je vous demande comme utilisation de ressources technologiques disponibles, c'est de trouver une forme intéressante pour communiquer votre dissertation. Et je vous propose, par exemple, de faire une vidéo comme un TED Talk, ce genre de présentation orale, n'est-ce pas? Ici, en classe, c'est plus simple parce qu'on peut faire debout, se promener dans la salle, etc. Mais ici, vous pouvez faire juste une vidéo comme ça, comme vous avez... j'arrête le partage d'écran. Comme ça, je pense que vous me verrez mieux. Donc, vous pouvez faire une vidéo avec la projection, comme je fais ici, d'un texte ou du plan, d'un PowerPoint. Vous pouvez faire un podcast, comme je vous ai dit, mais le podcast, il faut penser que ce n'est pas seulement de lire votre présentation. Et dans cette idée d'un podcast, je vous ai suggéré de faire une interview. Par exemple, bonjour, nous sommes ici aujourd'hui dans le podcast Panorama de la littérature française et nous recevons Lorena de Paula qui va nous parler de quelle est l'œuvre que vous travaillez avec laquelle... L'enfance d'un chef. À l'enfance d'un chef. Et Lorena de Paula est étudiante en lettres dans l'Université de Brasilia. Elle va nous parler aujourd'hui de Jean-Paul Sartre et son œuvre, sa nouvelle L'enfance d'un chef. Alors, Lorena, qu'est-ce que vous mettez en relief par rapport à cette œuvre? Et là, j'utilise cette espèce d'interview pour parler de ton œuvre, de ta dissertation. Et là, tu peux faire ça avec quelqu'un, pas forcément qui a fait sur la dissertation sur la même œuvre. D'accord? Par exemple, et tu peux faire pareil avec l'autre personne. Tu fais l'intervieweur pour aider un camarade de classe et un camarade de classe va t'interviewer pour que tu fasses ton exposé oral. Et sinon, vous pouvez penser à quoi d'autre? Je sais pas. Voilà. Par exemple... avec tout le monde dans la salle, par exemple. Comment? Pardon? Par exemple, si vous voulez... Tu m'écoutes bien? Oui, je t'écoute. Parce que ma grammaire, je ne sais pas comment je peux dire ça en français, está costurando. Alors... Non, ça va. Par exemple, si je voulais faire seulement... comme ça, aujourd'hui, si je voulais parler de mon œuvre, je parle avec tout le monde ensemble. Je n'ai pas de honte pour ça. Oui, mais le problème, Lorena, c'est que nous n'aurons pas le temps de faire la présentation en temps réel dans un cours synchrone. Raison pour laquelle vous allez m'envoyer les documents audio ou vidéo comme activité, comme vous avez fait le semestre précédent. Il y a quelques-uns le semestre dernier qui ont téléchargé la vidéo sur YouTube et m'ont envoyé le lien. Donc, si vous voulez partager avec les autres, vous pouvez faire pareil sur YouTube et vous partagez les liens avec nous. Et comme ça, vous pouvez quand même voir l'activité de l'autre. Et comme vous savez, celles qui ont été déjà les élèves dans des cours présentiels, j'aime bien
promouvoir un débat dans ces présentations. Donc, je vous demande de poser une question à un camarade de classe. Mais là, comme ce système-là ne nous permet pas tant que ça, je laisse de côté un peu cette possibilité de débat, de poser une question et de répondre à la question d'un camarade de classe. Et ici, nous avons... Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou c'est bon? Je crois C'est que c'est clair? bon. C'est Pour clair? moi, maintenant, c'est bon. C'est juste pour l'entretien. Entrevue, je ne sais pas. Parce que je voulais faire avec Brune parce qu'elle est un peu désespérée à propos de cette discipline. Mais ça marche. Je vais D'accord, l'aider. mais fais attention, Lorena, parce que vous devez faire deux activités, d'accord? Parce que si elle va t'interviewer, c'est pour la présentation. Si elle va t'interviewer, c'est pour que tu présentes ta dissertation et tu vas l'interviewer pour qu'elle présente sa dissertation. Donc, vous devez faire deux documents audio différents, d'accord? Ah ouais, je crois que je ferai avec des slides. Je ne sais pas, pardon, diapo. Ouais, C'est juste pour lui aider, c'est ça? d'accord, oui, pour l'aider. Pour l'aider parce qu'elle est un peu désespérée. Comme, par exemple, j'ai déjà fait des disciplines avec vous dans le SMS. Ouais. Je crois que je sais quelque chose, mais dans ma tête, je ne sais pas rien des choses, aucune des choses, mais d'accord. Je vais essayer d'aider tout le monde. C'est ça. Et donc, comme je vous ai dit, là, j'attends de vous ce semestre l'utilisation et je vais évaluer l'utilisation des ressources technologiques. D'accord? Si vous me rendez tout simplement un audio, genre audio WhatsApp, disant bonjour professeur, sans trop d'intérêt, vous aurez quand même une réduction de la note parce que vous n'avez pas exploité ou pardon, vous n'avez pas exploré les ressources technologiques qui sont disponibles. Et je le fais maintenant justement pour profiter que nous sommes en contact avec ces technologies-là à présent. D'accord? C'est plus ou moins comme en classe, en cours présentiel. Je vous demande la présentation d'un travail et vous prenez un morceau de papier, vous lisez le morceau de papier devant la classe. Et quelqu'un d'autre va faire un PowerPoint, va utiliser d'autres ressources. Donc, c'est ça un peu. C'est aussi utiliser les ressources technologiques comme un support didactique. D'accord? C'est pour aider à transmettre cette connaissance. D'accord? Faire quelque chose de plus intéressant. Juliane? Non, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais c'est pas possible, par exemple, de faire un entretien. Par exemple, je fais avec Luciana et Luciana, elle me répond et on fait une sorte de débat parce qu'on étudie le même livre ou peut-être je lui pose des questions et après elle me pose des questions et comme cela on fait... Non, c'est possible. C'est possible? Oui, c'est possible parce que en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous utilisiez votre créativité. C'est pour ça que j'aime pas trop, mais il faut quand même vous donner des possibilités ou d'exemples, mais je veux vous laisser libre pour penser. Dès que vous présentez votre dissertation et vous utilisez les ressources technologiques, c'est bon. D'accord? Et dans ces cas, par exemple, si vous faites juste un document audio, vidéo de l'interview, je vais juste vous demander de me communiquer parce que vous allez me rendre un seul document
qui va être évalué pour les deux. Donc, il faut juste me prévenir parce que comme ça, je vais attribuer la note aux deux étudiants dans ces cas-là. Mais sinon, je vous laisse me surprendre. Donc, vous êtes libre quand même entre ces idées-là pour proposer quelque chose de différent. Parce que peut-être vous allez penser à quelque chose que moi, je n'avais pas pensé. Et cela aura un résultat hyper intéressant. D'accord. Par exemple, le semestre dernier, il y a une élève qui a fait un podcast comme si c'était une radio. Et elle a fait l'insertion des chansons de bruit, de vignettes, et c'était très intéressant. Mais vous n'avez pas besoin de faire tout ça, d'accord? Mais quand même, essayez d'aller un peu plus loin avec vos capacités au niveau de la technologie. D'accord? Je ne t'ai rien pour attendre. D'accord. Oui, c'est ça. C'est genre de... Quand on répond, tu veux manger quoi? Surprends-moi. C'est ça. D'accord? D'accord. Tout est répondu. Maintenant, pour moi, c'est clair. J'espère que ça a aidé à quelqu'un aussi. Alors, au revoir à aujourd'hui et bon appétit pour toi, prof, et pour les autres. Bisous, bisous. Merci. Bisous. Je vous laisse libre, mais j'attends quelque chose de bien fait, c'est ça. Donc, au revoir. Il faut juste que je pense à quelque chose de différent après dire cela. D'accord. Non, mais c'est bon. Sinon, vous pouvez faire quelque chose de bien fait et basique comme un PowerPoint et l'explication. Vous voyez, c'est déjà une utilisation de ressources technologiques. Ou un document presse, par exemple, qui a un peu plus de mouvement, mais c'est ça. D'accord? D'accord, OK. merci. Si vous avez besoin d'aide pour à comment enregistrer, demandez-moi, je peux parler un petit peu, par exemple, de Zoom, de Loom, si je ne me trompe pas, ces applications qui nous permettent d'enregistrer les choses. D'accord? OK. Mais soyez créatifs et créatives. OK. Bon, au revoir. Juliana voulait une confirmation pour la date finale de la dissertation. Ouais, je pense, je vais vous confirmer ça, mais ce sera vers le 13 mai. D'accord? Juliana, parce qu'en fait, je vais vous rendre l'activité aujourd'hui, la problématique corrigée, et je vais calculer la remise des prochaines étapes. D'accord? D'accord. Exactement. Non, Oui, pas le je 6. voulais juste savoir si c'est pas le 6. Non, pas le 6. D'accord. Au moins le 13. D'accord. Merci, Okay. au revoir, à tout à l'heure. Au revoir, bon après-midi et bon appétit. Au revoir, les filles. Merci. Au revoir, Denise. Professeur. Professeur?